Planète Mongabay, le podcast de la rédaction de Mongabay Afrique. Nous donnons la parole aux acteurs clés de l'environnement sur le continent africain. Politiciens, ONG, société civile, entrepreneurs, communautés, notre émission invite celles et ceux qui décident, agissent, entreprennent et se battent pour l'écologie. Bienvenue sur Planète Mongabay. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Élodie Toto, journaliste à Mongabay, la plus grande rédaction internationale dédiée à l'environnement. Cela fait 25 ans que nous existons et nous lançons aujourd'hui notre premier podcast en langue française. Et dans ce premier épisode, on attaque tout de suite avec un sujet de fond. La question de l'exploitation des ressources naturelles en Afrique. Viens sous l'arbre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre, aujourd'hui, on retrouve Pamoussa Ouedraogo, l'homme à la tête du Conseil national du développement durable au Burkina Faso. Dans son pays, jusqu'à 250 000 hectares de forêt disparaissent chaque année. Dans ce contexte, je lui ai demandé quelle est la stratégie de son gouvernement pour exploiter les ressources naturelles tout en respectant la biodiversité. Vous verrez que pour lui, exploitation des ressources ne rime pas forcément avec destruction. Écoutez. Il faut voir la forêt comme un moyen de production. Le secteur privé, il fait en même temps du profit, mais il s'engage aussi à travers sa responsabilité sociétale à promouvoir des bonnes pratiques de durabilité dans ce qu'il fait. Donc le secteur privé investit aussi au niveau des forêts. Ça aussi, il faut reconnaître parce que de plus en plus, il y a des intérêts liés au système de production et de valorisation à l'intérieur de la forêt. Donc, quelqu'un, par exemple, qui est dans le secteur de la transformation des produits forestiers non ligneux, issus donc des forêts, il a tout un intérêt, effectivement, à s'investir et c'est ce à quoi le gouvernement s'attelle, à promouvoir donc le secteur privé dans les interventions pour la protection de l'environnement dans son ensemble. Si je comprends bien, en fait, c'est monétiser la forêt pour être sûr que le secteur privé investissent et qu'ensuite il y ait une valorisation derrière. Il faut voir la forêt comme un outil aussi qui peut servir au développement. Et non seulement un outil exclusivement pour la préservation ou la conservation pure et dure. Donc de plus en plus, nous sommes dans une logique de valorisation des ressources forestières. Et comment vous garantissez un peu l'équilibre entre les deux ? Oui, mais justement, pour garantir l'équilibre entre les deux, c'est justement, lorsque vous regardez par exemple les plans d'aménagement, il y a tout un système scientifique qui est derrière. Le gouvernement a légiféré sur donc, des textes réglementaires qui permettent également d'investir au niveau donc, de la forêt à partir donc, des ressources qui sont tirées de la forêt. Donc, lorsqu'on retire des ressources économiques dans la forêt, on réinjecte également des ressources. Et comme vous savez, il y a aussi les questions liées à la sécurité climatique. De plus en plus, il y a la notion de déplacement lié à la sécurité climatique parce que les conditions climatiques ne sont plus favorables à la production. Donc, on tente d'inverser cette tendance-là en promotant donc, des technologies. Par exemple, lorsque vous regardez, de plus en plus, nous faisons ce que nous appelons, par exemple, des fermes agroécologiques pour permettre effectivement aux communautés qui sont dans les zones beaucoup plus arides de pouvoir intensifier la production, valoriser et travailler effectivement à éviter de moins en moins donc, les mouvements de population liés donc, aux questions climatiques, de modification ou de dégradation des terres. Nous n'avons qu'une seule superficie, une seule entité. Donc, on ne va pas passer le temps à faire donc, des mouvements. Donc, il faut travailler effectivement à valoriser là où nous sommes pour pouvoir faire face donc, à l'aridité donc, du climat. Et c'est pour cela qu'il y a des technologies climatiques qui sont promues pour que les populations puissent mieux s'adapter. Et justement, à travers ça, nous avons les plans nationaux d'aménagement. Et de plus en plus, le Burkina va faire l'option d'élaborer des plans régionaux d'adaptation au changement climatique. Vous avez parlé de technologie. Est-ce que vous pouvez m'en citer une ou deux et m'expliquer en quoi elles consistent ? Alors, dans le secteur de l'eau, vous avez par exemple une technologie qui est promue par le ministère en charge de l'Agriculture que nous appelons le bassin de collecte des eaux de ruissellement. Donc, vous savez que pour pallier aux poches de sécheresse, donc, il y a des technologies, par exemple, qui sont développées par le ministère en charge de l'Agriculture comme des options qui permettent effectivement d'assurer la relève lorsqu'il y a des poches de sécheresse dans une exploitation agricole, par exemple. Et ça, c'est des technologies qui sont promues au niveau donc, du secteur de l'agriculture pour que les producteurs, les petits exploitants puissent être résilients face donc aux modifications du climat. Ça, c'est par exemple un exemple au niveau donc, du secteur de l'eau. Quand il y a des grands déplacements de population du nord, par exemple, vers le sud pour des questions sécuritaires, comment vous faites pour adapter les ressources qui sont au sud pour qu'elles puissent convenir à toute la population ?
le gouvernement travaille donc à la réinstallation des communautés qui ont subi donc des déplacements liés à la question sécuritaire. Il y a des retours déjà des populations dans les zones d'origine. Donc, que ce soit dans la zone d'accueil ou dans la zone de départ, progressivement, il y a des réalisations qui sont faites par le gouvernement pour assurer donc le retour paisible et améliorer la résilience à travers, par exemple, les aménagements des bas-fonds pour pouvoir assurer les cultures d'irrigation. Il y a par exemple ce que j'ai appelé les fermes agroécologiques. Il y a donc les systèmes de forage à motricité solaire. Tout ça, c'est des technologies qui sont promues pour que les communautés puissent être plus résilientes par rapport non seulement aux effets du changement climatique, mais aussi aux effets liés à l'insécurité du fait de leur déplacement. Enfin, est-ce que c'est pas compliqué d'assurer une bonne conservation dans des conditions sécuritaires qui ne sont pas forcément idéales ? Je veux plus vous rassurer que le parc est bien conservé. Les animaux aussi ? Les animaux aussi, bien sûr, naturellement. Contrairement à ce qu'on pense, il y a en tout cas la faune au niveau de ces parcs. D'après notre invité, le secteur privé constitue une piste intéressante. Mais que se passe-t-il quand l'exploitation des ressources naturelles se révèle destructrice ? Dans cette partie dédiée à la voix des communautés, nous nous rendons en République démocratique du Congo, où Juliette Chapalin et Didier Macan nous en disent plus. Dans la Copperbelt de la RDC, la ceinture de cuivre qui borde le sud-est du Katanga, les pollutions minières se multiplient. En cause, des sociétés privées, responsables des pollutions qui délocalisent, sans indemnisation suffisante, les populations qui se trouvent à proximité des sites. Face à cela, l'administration environnementale locale est en difficulté pour faire respecter sa législation. Pour évaluer l'état des dommages causés par ces entreprises, la rédaction de Mongabay s'est rendue dans plusieurs villages de la province de Lualaba, touchés par ces contaminations et violations des droits humains. Par exemple, les scènes de pollution comme celle de la rivière d'Ikouloué sont de plus en plus ordinaires dans une région où opèrent plus de 200 compagnies minières. 11 personnes ont perdu la vie au village Kabomboa à cause de la pollution de la rivière entre 2020 et 2022. Presque tous les habitants sont partis en février 2024. La société chinoise Tenke-Fugurombe Mining, TFM, titulaire d'une concession minière de plus de 1400 km² contenant de nombreux gisements de cobalt et de cuivre, a installé à proximité du village une usine de production de chaux. D'après l'ONG Afterwatch, l'entreprise n'aurait pas consulté les habitants de Kabomboa et ne les aurait pas informés des impacts environnementaux, comme l'exige pourtant le code minier. Écoutez Donat Kambola, défenseur des droits humains sur la question. Il y a une forme d'impunité parce que les cas de violation sont connus de tous, mais malheureusement les victimes n'ont pas été rétablies dans leurs droits. Il n'y a pas eu de réparation. Il y a des cas qui traînent, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, et il y a en plus de nouveaux cas qui apparaissent. Et donc, c'est au niveau de l'État qui a une forme de non-État. Le contrôle et la surveillance restent inefficaces. Les entreprises profitent effectivement de cette inaction de la part de l'État. En attendant, les sociétés minières privées tiennent un rôle important dans l'économie nationale. Elles contribueraient à hauteur d'au moins $1 milliard entre 2022 et 2023. Dans une économie dépendante des ressources naturelles, et où l'influence des personnalités publiques est importante, ces entreprises se politisent facilement. 6 d'entre elles, partenaires de l'État congolais avec des actifs variant de 20 à 49%, font actuellement l'objet d'une enquête. Planète Mongabay. Alors maintenant, place au pitch. Dans chaque épisode, nous invitons une ou un entrepreneur à venir partager son expérience, ses idées, le tout en moins d'1 minute. Direction le Cameroun, où Roland Difford a rencontré Gorbatchev Simpopo. Témoin de l'émergence de grands projets miniers et agricoles dans son pays, des difficultés qu'ont les communautés locales à faire reconnaître leurs droits sur les terres qu'elles habitent, cet entrepreneur a eu une idée. Nous, notre rôle, c'est d'aider les peuples autochtones à immatriculer leurs espaces pour bénéficier des droits inhérents. La motivation de notre implication dans ce secteur va dans le sens que les populations autochtones ont des difficultés à s'accommoder aux règles qui régissent le secteur. Beaucoup ne comprennent pas toujours ce que signifient des termes, on va dire, un peu basiques comme immatriculer un terrain
du moins terre à terre, leur faire avoir un titre foncier. Quelle est la démarche? Comment faire pour jouir des espaces qu'ils auraient in fine titrés? C'est dans le but d'apporter les réponses à ces questions que nous sommes impliqués dans ce secteur pour accompagner les populations villageoises, autochtones, d'acquérir ces droits-là et de les mettre en valeur. Maintenant, la parole est à vous. Pour que l'Afrique puisse pleinement profiter de ses ressources naturelles d'un point de vue économique, quelles seraient selon vous les mesures à mettre en œuvre pour que la population ne soit pas lésée et pour préserver la biodiversité? Nous avons posé la question à une citoyenne camerounaise. La base, en fait, c'est de pouvoir évaluer la biodiversité en termes économiques. Quelle est la valeur économique de la biodiversité? Quelle est la valeur économique des ressources naturelles? Lorsqu'on a cette base-là, lorsqu'on a cette évaluation-là, on peut évaluer quel est l'apport de la biodiversité dans l'économie nationale, dans le développement, et on peut entreprendre des processus qui nous permettent de pouvoir donner cette valeur-là à la biodiversité et aux autres ressources naturelles, même lorsqu'on est en train d'exploiter ces ressources naturelles-là. Estimer financièrement la valeur de la nature, une idée de notre auditrice, mais qui a de plus en plus la cote auprès des grandes institutions, avec la mise en place notamment de la comptabilité écosystémique. Sans doute aurons-nous l'occasion d'explorer ce sujet plus longuement dans un prochain épisode. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Planète Mongabay. Merci de nous avoir suivis. Ce podcast a été réalisé par les journalistes de la rédaction de Mongabay Afrique, monté par Logarithme sur une idée de Juliette Chapalin. Pour le retrouver et le réécouter, rendez-vous sur les pages YouTube, Facebook, Instagram et LinkedIn de Mongabay Afrique. À bientôt!